Alors arrête de faire semblant de ne pas en vouloir. Murmurai-je en pressant ma main contre sa poitrine. Et comme ça, s'exclama Daniel, ses lèvres s'écrasant sur les miennes tandis que la pluie nous enveloppait, la chaleur s'infiltrant. Sous sa chemise, toujours collée à mes épaules, il me plaqua contre le poteau de bois du porche comme s'il avait attendu des années pour me toucher ainsi. Ce n'était pas lent, ce n'était pas doux, c'était un abandon. Et aucun de nous ne voulait être sauvé. On dit qu'on revient toujours aux endroits qui nous ont fait sentir en sécurité, surtout quand le monde commence à s'effondrer sous nos pieds. Pour moi, cet endroit n'était ni la maison de mon enfance, ni ma ville préférée. C'était une paisible maison de cèdre nichée dans les collines ondulantes du Vermont, avec du lierre grimpant haut, poteau du porche et une légère odeur de pin s'infiltrant à travers les murs en bois. C'était la maison du père de mon meilleur ami, Daniel Monroe. J'y suis arrivée avec une valise et le genre de chagrin qui n'a pas besoin d'explications. On le voyait à ma lenteur, quelqu'un de mon âge, et la façon dont je souriais, comme si j'avais oublié comment je venais de mettre fin à une relation de longue date qui était devenue plus une routine qu'une histoire d'amour. J'avais quitté mon travail 2 semaines plus tard. Le monde commençait à devenir statique, et j'avais besoin d'un silence qui ne hurle pas. Émilie, ma meilleure amie depuis le collège, m'a accueillie à bras ouverts. Mais c'était son père qui me regardait le plus attentivement. Daniel était différent. Plus âgé, certes, mais pas de façon distante et détachée. Il avait cette présence qui emplissait une pièce sans dire grand-chose. Une gravité tranquille. Des cheveux poivre et sel qui semblaient toujours avoir été simplement défroissés. Des mains fortes qui vous disaient qu'il faisait toujours les choses à la dure. Et une voix comme les pages usées d'un vieux livre, chaleureuse, posée et réfléchie. Il avait enseigné la littérature à elle, Université de Boston, avant de prendre une retraite anticipée après le décès de sa femme. Cette perte l'avait façonné, adouci par certains côtés et aiguisé par d'autres. Et, bien qu'il ait porté le chagrin avec grâce, il persistait dans ses yeux comme une ombre qui ne l'avait jamais vraiment quitté. J'admirais Daniel, je le respectais, mais maintenant, à 24 ans, le revoir après des années de brèves visites, me semblait différent. Peut-être était-ce la façon dont il me regardait. De l'autre côté de l'îlot de la cuisine, tandis que je sirotais mon café dans mon sweatshirt trop grand. Peut-être était-ce le silence entre nous qui ne semblait plus gênant. Ou peut-être était-ce la façon dont mon cœur s'emballait lorsqu'il toucha mon épaule et me demanda si je dormais bien. Ce n'était pas de l'attirance. Pas encore. C'était une prise de conscience. Comme si nous venions tous les deux de réaliser que elle avait changé et qu'aucun de nous ne savait trop quoi faire. Au début, je me suis dit que je me faisais des illusions. Que la tension que je ressentais était simplement de la solitude, pas de la curiosité, qu'il était juste gentil. Mais quand Émilie m'a annoncé qu'elle devait partir plus tôt, pour un voyage d'affaires, me laissant seule avec son père pour le reste de la semaine, j'ai vu sa mâchoire se serrer légèrement, et je l'ai ressenti aussi. Ce changement, ce glissement lent et indéniable, du confort vers quelque chose de plus chaleureux, de plus risqué, quelque chose que nous n'avions pas encore nommé, mais que nous connaîtrions bientôt après Émilie. À gauche, la maison devint plus silencieuse. Pas vide, juste plus silencieuse, d'une manière qui rendait tout plus vivant. J'entendais le plancher craquer sous mes pas, le vent qui s'engouffrait dans les fenêtres la nuit, le léger grincement de la vieille machine à café lorsqu'elle s'allumait. Au matin, ce n'était pas seulement la maison. Daniel aussi avait changé. Il n'avait plus froid. Au contraire, il était devenu plus attentionné, plus présent. Il préparait le petit déjeuner le matin, toast, café noir, et me demandait si j'avais besoin de quelque chose de la ville. Le soir, il s'asseyait à côté de moi sur la véranda avec un verre de scotch tandis que je sirotais du vin dans une grande tasse en céramique. Le silence entre nous n'était plus l'absence de mots,
C'était une sorte de conversation en soi. Nous ne parlions plus d'Émilie, de ma rupture ou de sa femme. Nous parlions plutôt de musique, de livres, de petites choses qui, d'une manière ou d'une autre, ouvraient la voie à de plus grandes choses. Je lui ai raconté que j'avais autrefois voulu devenir écrivain. Il m'a confié que elle, odeur des tableaux noirs des anciennes salles de classe lui manquait encore. Un soir, le courant est tombé. Une lueur vacillait pendant le dîner. Un orage grondait dans le Vermont. Des orages d'été qui surgissaient de nulle part et apportaient un léger tonnerre et des éclairs dorés sur les collines. Daniel alluma des bougies sans un mot. Ses mains se déplaçaient avec aisance. Entraînées. Comme s'il l'avait fait 100 fois. Auparavant. Les lumières ne s'éteignirent jamais complètement, mais quelque chose d'autre s'est atténué et s'est intensifié. Cette nuit-là, je restais éveillé, écoutant l'orage. Dehors, le cœur battant sans raison apparente. Le lit était trop moelleux, la pièce trop chaude. Et chaque bruit dans la maison, c'est pas dans le couloir, le léger claquement d'un verre dans l'évier, me semblait plus fort qu'il n'aurait dû. Au matin, je le trouvais sur la véranda, pieds nus, les cheveux en bataille à cause du sommeil, lisant un livre de poche usé. Il leva les yeux vers moi et me sourit. Pas le sourire poli, mais le sourire qui vous prend au dépourvu parce qu'il ressemble à la lumière du soleil. « Tu dors bien ?» demanda-t-il. Finalement, dis-je. L'orage m'a empêché de dormir. Il hocha lentement la tête, son regard s'attardant une seconde de trop. On s'y habitue. Le calme ici, ça pouvait paraître bruyant au début, et c'est là que je l'ai ressenti à nouveau. Ce lent changement, la façon dont sa voix résonnait différemment, la façon dont mon estomac se serrait comme ça ne s'était pas passé depuis des mois. Cet après-midi-là, il m'a tendu un roman de sa collection. Il y avait quelque chose comme une offrande. Je lisais assis près de la fenêtre pendant qu'il travaillait dans le jardin en contrebas. Il a levé les yeux. Une fois, une seule fois, et je l'ai surpris en train de me fixer. Son regard ne s'est pas baissé tout de suite. Il m'a retenu, et je n'ai pas détourné le regard non plus. Plus tard dans la soirée, je l'ai croisé dans le couloir. Nous nous sommes frôlés. Rien de dramatique, mais cela nous a arrêtés net. Nous nous sommes tournés vers l'un l'autre, les yeux rivés sur l'autre. Le souffle coupé, le temps suspendu. Aucun de nous n'a dit un mot, mais nous savions tous les deux. Ce n'était plus seulement du réconfort. C'était la gravité. C'est arrivé là. 3e nuit. Les lumières se sont éteintes pour de bon cette fois. Pas de scintillement, pas d'avertissement. Juste l'obscurité engloutissant la maison des. Un long souffle. J'avais lu au lit, le livre que Daniel m'avait donné encore ouvert sur ma poitrine. J'ai attendu. Le bourdonnement du générateur n'est jamais venu. Juste le bruit de la pluie qui frappait les fenêtres comme des doigts. Je suis entré dans le couloir, pieds nus, emmitouflé dans une fine robe de chambre en coton que je n'avais jamais portée devant lui. Quelque chose dans cette nuit-là m'a fait me sentir bien. Non, nécessaire. La maison sentait le cèdre et les vieux livres. Je suis descendu l'escalier, laissant traîner mes doigts le long de la rampe, suivant la faible lueur orangée des bougies. Il était seul sur le porche. Une seule bougie vacillait sur la table. À côté de lui, le tonnerre grondait haut. Loin. Je suis sorti. L'air était épais et frais. Ma robe me collait au corps au mauvais endroit, ou peut-être au bon. Il a levé les yeux, et pendant une longue seconde, il n'a pas dit un mot, il m'a juste regardé comme s'il me voyait pour la première fois. « Tu vas attraper froid », a-t-il finalement dit d'une voix basse et rauque. « Ça ne me dérange pas », ai-je répondu. « C'est bon. » Il s'est levé lentement, s'est approché avec une couverture pliée et l'a drapée autour de mes épaules, mais des mains chaudes s'attardèrent sur la peau nue de mes bras. Je levai les yeux vers lui, le cœur battant la chamade. « C'est dur », dis-je doucement, sous le regard d'une enfant. Sa mâchoire se crispa, ses yeux brûlèrent. « Alors arrête de ressembler à une tentation, dit-il.
presque plus à lui-même qu'à moi. Je m'approchai, puis cessai de faire semblant de ne pas en vouloir. La pluie recommença, légère, douce, comme si la maison soupirait. Il resta immobile au début, puis soudain, il le fit. Il m'embrassa. Ni doucement, ni avec précaution. Il m'embrassa comme s'il le retenait depuis des années, comme si quelque chose en lui s'était fissuré, et il se fichait de savoir si cela le briserait. Ses mains agrippèrent ma taille, me serrant contre lui. J'eus le souffle coupé en sentant sa force, sa faim. Il me plaqua contre le mur du porche, sa bouche dévorant la mienne, ses doigts emmêlés dents mes cheveux. Je gémis contre lui, mes jambes tremblantes. Sous moi, il me souleva sans effort, m'enveloppant, mes jambes autour de ses hanches, le tissu mouillé de ma chemise de nuit remontant sur mes cuisses. Tu n'es pas une fille, Sophie. Il grogna dans mon cou. Plus maintenant. Je me cambrai contre lui, essoufflé. Puis il me prit comme si je n'en étais pas une. Et il le fit. Là, sur le porche, la pluie embuant notre peau, et le tonnerre résonnant dans les collines. Daniel céda à tout ce que nous avions tous deux prétendu ignorer. Il me pénétra lentement, profondément, sa bouche sur mon épaule, ma clavicule, ma poitrine. Je criai doucement, mordant son cou pour me taire, m'agrippant à son dos comme si j'avais peur qu'il disparaisse. C'était désordonné et beau, imprévu et inoubliable. Chaque poussée évoquait des années sans contact. Chaque gémissement était une excuse et un abandon. Mon corps s'ouvrit à lui comme s'il l'avait attendu. Il accéléra. Je serrai plus fort et juste avant que nous ne nous défaillissions tous les deux, sa voix me brisa à l'oreille. Je ne peux pas m'arrêter. Sophie, je ne veux pas. Si ce moment fait battre ton cœur à tout rompre. Sophie a fait sous la pluie un petit mot d'amour avec un super chat ou un super autocollant. Votre soutien nous aide à continuer à raconter des histoires crues, vraies et un brin téméraire. Quand ce fut fini, nous ne nous sommes pas parlé. Il m'a juste serré dans ses bras. Toujours en moi, toujours. Tremblante. Toujours, Daniel. Le lendemain matin, orage était passé. Le soleil filtrait à travers les fenêtres de la cuisine en fine traînée dorée. La maison était immobile, presque respectueuse, comme elle aussi. Je me souvenais de ce qui s'était passé la veille. Je suis entrée, pieds nus, portant la même robe, les cheveux encore humides de sommeil. Il était au fourneau, versant de l'eau dans la bouilloire, le dos tourné, mais je savais qu'il m'entendait. Ses épaules se sont légèrement raidies. Bonjour, a-t-il dit sans me regarder. Bonjour, et je répondis d'une voix plus faible que je ne le pensais. Il s'est finalement retourné et m'a tendu une tasse. Nos doigts se sont effleurés. Rien de dramatique, mais cela m'a fait vibrer comme un premier contact. Il n'a pas souri. Moi non plus. Nous avons bu. Le silence. Celui qui ne remplit pas l'espace, le dessine juste. Il avait l'air fatigué, non pas par manque de sommeil, mais par ses pensées. De retenue, du poids de savoir que quelque chose avait changé et ne pouvait être annulé. Je le sentais aussi, à ma façon de me rapprocher du comptoir plutôt que de lui, à la façon dont mon regard ne s'attardait plus comme avant. Et pourtant, lorsque j'ai tendu la main vers le sucre, sa main a brièvement trouvé la mienne. Exprès. Ce jour-là, nous avons bougé elle, un autour de l'autre comme des danseurs qui auraient oublié leurs pas. Polis, prudents, mais une électricité bourdonnait dans le silence. Chaque fois que je le croisais dans le couloir, chaque fois qu'il tendait la main au-dessus de moi pour prendre un livre dans la bibliothèque, chaque regard, chaque respiration, en fin d'après-midi, nous avons cessé de faire semblant. Je l'ai trouvé dans elle. Abri de jardin, torse nu, en sueur, en train de réparer la charnière d'une vieille porte. Il a levé les yeux. Nos regards se sont croisés. Aucun de nous n'a souri. Aucun de nous n'a cligné des yeux. Quand je me suis rapprochée, il ne m'a pas demandé pourquoi. Il m'a simplement attiré contre lui. Nous nous sommes embrassés à nouveau,
plus profondément, plus avidement, plus doucement, comme si c'était une chose sacrée. Ses mains erraient sous ma robe, ses doigts pressants mes cuisses tandis que je grimpais sur elles. Établi, je me fichais de la poussière, des rayons de soleil ou du silence derrière les murs en bois. Seule m'importait la façon dont sa bouche trouvait la mienne, comme si elle lui avait manqué, comme s'il mourait de faim. Plus tard, de retour à l'intérieur, il me frôla dans le couloir. Le dos de sa main effleura la courbe de ma hanche. Rien ne fut dit, mais ce simple contact brûla, plus fort que tout ce qu'il aurait pu murmurer. Ce soir-là, nous étions allongés sur le canapé du bureau, tout habillés, nous touchant à peine, respirant simplement au même rythme. Il me regarda comme s'il voulait dire quelque chose, mais il ne le fit pas, parce que nous savions tous les deux que ce n'était pas de l'amour. Pas encore. C'était l'espace d'avant. L'espace où la culpabilité et le désir cohabitaient, nous volant des heures qui ne nous avaient jamais vraiment appartenu. Et pourtant, nous ne voulions toujours pas nous arrêter. C'est arrivé un mardi. Émilie était de retour. Elle n'était pas censée arriver avant vendredi, mais son message est arrivé tôt. Ce matin-là, on m'a pris plus tôt. Je serai là vers midi. Je l'ai lu 3 fois. Mes doigts tremblaient en posant le téléphone. Daniel a levé les yeux de l'autre côté de la table du petit déjeuner. Il a vu mon visage changer, avant que je puisse le masquer. « Qu'est-ce qu'il y a, Émilie ?» ai-je demandé doucement. « Elle revient aujourd'hui. » Sa mâchoire s'est serrée. C'était le seul avertissement que nous ayons eu. J'ai passé la matinée à effacer les traces de doigts sur les poignées de porte, à changer les draps d'eux. La chambre d'amis, sa chambre, maintenant la sienne. Et à enfouir ma culpabilité comme si elle pouvait être cachée entre des serviettes propres. Daniel s'est tu. Trop silencieux. Le genre de silence qui vous fait réaliser à quel point vos choix ont été bruyants. Quand Émilie est arrivée, la maison s'est à nouveau illuminée. Elle m'a serré fort dans ses bras, comme si rien n'avait changé. Et peut-être que pour elle, rien n'avait changé. Elle n'a pas remarqué la façon dont Daniel s'est reculé d'un pas, ni la façon dont ma main a plané près de ma bouche quand j'ai ri, ni comment je n'ai pas pu maintenir le contact visuel trop longtemps. Mais les maisons se souviennent aussi des caméras. C'est arrivé plus tard ce soir-là, après le dîner. Elle et j'étais dans le salon en train de rattraper le temps perdu. Daniel était allé se coucher. Plus tôt, du moins c'est ce que nous pensions. Émilie jouait avec l'application de sécurité de son téléphone, parcourant de vieilles images de caméras de son absence. Mon Dieu, regarde-toi dans la cuisine. Elle a ri. Oh, dirais que tu vis ici. J'ai souri, faiblement. Puis l'écran s'est figé. Elle a appuyé dessus. Bizarre. Pourquoi la mise en mémoire tampon? Puis la lecture, un léger mouvement. 2 silhouettes dans la bibliothèque. Une lumière douce. La silhouette d'une femme pressant un homme contre l'étagère. Ses mains dans ses cheveux. Sa jambe enroulée autour de sa hanche. Le visage d'Émilie s'est décomposé. C'était moi. C'était lui. Elle n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle m'a juste regardé fixement, puis m'a regardé. « C'est quoi ce bordel, Sophie ?» Sa voix était calme, froide, comme le calme avant un raz-de-marée. J'ai ouvert la bouche pour expliquer, mais que pouvais-je dire? Que c'était un accident que je n'avais pas voulu. Que c'était arrivé juste parce que c'était arrivé. Mais ce n'était pas suffisant. Daniel est descendu, ayant il entendit le silence. Il s'arrêta sur le seuil. Émilie se retourna. « Toi, Émilie, dit-il doucement. S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne fais rien. » Elle ne me regarda plus. Elle sortit simplement de la pièce comme si quelque chose en elle s'était brisé. Daniel et moi restâmes silencieux. Ni ensemble, ni séparés, juste suspendus. Il finit par se tourner vers moi. J'aurais dû m'en douter. J'acquiesçai, les yeux brûlants. Moi aussi. Nous avions parlé ce soir-là, non pas avec nos corps, mais avec des mots que nous aurions dû prononcer bien avant que nos lèvres ne se touchent. Nous
Avions mis à nu comment tout avait commencé, comment la spirale s'était enchaînée, comment aucun de nous n'avait jamais voulu tomber si durement. Mais le sens n'est pas là. Même chose que la conséquence. Le matin, j'ai fait mes valises. Personne ne me l'avait demandé. Personne n'y était obligé. Émilie ne descendit pas me dire au revoir. Daniel m'aida à charger mon sac dans le coffre, ses mains s'attardant juste assez longtemps pour dire tout ce que nous ne pouvions pas dire à voix haute. Je ne regrette pas d'avoir ressenti ce que j'ai ressenti, dis-je doucement. Il acquiesça, mais nous avons franchi une limite. J'acquiesçai aussi. Et puis je suis partie. Non pas que je m'en fichais, mais parce que j'en avais besoin. Certaines histoires n'ont pas besoin de méchants, juste de silence. Ce n'est pas le désir qui a tout gâché. Ce sont ces moments où nous sommes restés silencieux alors que nous aurions dû parler. Cette façon dont nous avons laissé les émotions s'accumuler dans l'ombre, jusqu'à devenir trop fortes pour être ignorées, et quand nous avons enfin pris la parole, il était trop tard. On pense souvent que la trahison vient d'un seul acte brutal, mais le plus souvent, elle vient de la lente érosion des limites que nous avions juré de ne pas franchir, un contact trop longtemps maintenu, un regard qui ne devait pas s'attarder, une vérité que nous disons en privé, faisant comme si personne ne serait blessé. Mais il y a toujours quelqu'un qui le fait. Parfois, c'est l'ami qui nous a fait confiance. Parfois, c'est l'homme qui n'arrivait pas à dormir la nuit. Parfois, c'est nous-mêmes. L'amour ne justifie pas le secret. Le désir n'annule pas les conséquences. Et le timing, aussi, enivrant soit-il, ne transforme pas le mal en bien. Alors si jamais vous vous trouvez dans cet entre-deux où l'attirance se fond dans l'action, où le silence commence à se faire complice, demandez-vous, est-ce une question d'amour ou de quelque chose que je n'ai pas encore guéri? Parce que c'est vrai, l'intimité ne vit pas dans l'obscurité. Elle vit dans la vérité, le courage, cette honnêteté qui peut blesser mais ne se cache jamais. Et si vous avez fait une erreur, comme Sophie, comme Daniel, assumez-la, non. Par fierté, mais parce que la guérison ne commence pas par le déni. Elle commence par la lucidité. Alors, respirez, réfléchissez, ne fuyez pas. Et rappelez-vous, le choix le plus puissant n'est pas toujours de dire oui à ce que l'on veut, c'est de dire non à ce qui pourrait briser quelqu'un d'autre. Si cette histoire vous a touché ou vous a fait réfléchir un peu plus sur la frontière subtile entre confort et chaos, montrez-lui votre amour avec un super chat ou un super autocollant. Votre soutien nous permet de continuer à partager des histoires crues, émouvantes et parfois d'une réalité inconfortable. Car au final, ce ne sont pas que des histoires. Elles nous rappellent à quel point nous sommes tous humains et qu'un seul choix peut tout changer.